Pourquoi David a-t-il transféré 2 propriétés à sa mère alors qu'une enquête est ouverte sur la mort de Céleste Rivas Hernandez, retrouvée morte dans sa voiture, quoi? Est-ce que cela a un lien avec le récent incident de swatting qui aurait eu lieu chez ses parents? Y a-t-il autre chose qui se passe ici? Est-ce suspect ou stratégique? Parlons-en dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. D'accord, donc nous avons ce nouveau développement dans l'histoire continue du chanteur David, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Le corps de Céleste Rivas Hernandez, 14 ans, a été découvert dans une Tesla à son nom. Le 8 septembre dernier, à Los Angeles, nous avons couvert tous les aspects de cette histoire. Actuellement, il n'y a eu aucune arrestation, aucune personne d'intérêt identifiée, aucun suspect identifié, aucune cause ni manière de décès rendue publique. Les autorités n'ont pas officiellement confirmé la relation exacte entre David et Céleste, malgré des spéculations et des rapports sur une possible liaison amoureuse. Il n'a été impliqué dans aucun acte répréhensible ni crime. De nombreux événements intéressants se sont produits et nous avons tenté de les reconstituer pour voir si cela a un lien avec l'enquête sur la mort de Céleste. Et cela inclut, en ce qui concerne les parents de David, et ce que David aurait fait avec cette maison dont nous devons parler. Aussi, une autre propriété. Le 18 septembre, nous en avons parlé après la découverte du corps de Céleste. Quelqu'un a appelé le 9 Engine à la maison des parents de David à Hempstead, au Texas, dans ce qui semble être un faux signalement. Cet incident présumé de swatting... Bureau du shérif du comté de Waller, ici Ambre. Allô? Oui, shérif du comté de Waller. Allô, j'ai besoin d'aide. D'accord, que se passe-t-il? Où êtes-vous? Oh, mon adresse est... D'accord, que se passe-t-il? J'ai entendu des coups de feu. D'accord. À quelle distance étaient-ils de chez vous? Ils étaient juste devant chez moi. Je crois que quelqu'un est mort. D'accord, comment vous appelez-vous? Répétez, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous? Quel est votre numéro de téléphone, monsieur? Pourquoi pensez-vous que quelqu'un est mort? Je viens juste d'entendre un cri très fort et il y a eu des coups de feu. Après les coups de feu. D'accord, mais vous n'avez rien vu ni entendu d'autre après ça? J'ai entendu un cri. Vous pensez que c'était un cri d'homme ou de femme? On dirait une femme. Une femme. D'accord, nous envoyons des adjoints. Je confirme que vous êtes... Envoyez-la, d'accord? D'accord, merci. Je vous en prie, au revoir, au revoir. Nous avons interviewé un expert audio qui a confirmé que l'appel était déformé et que quelqu'un masquait sa voix. C'est dans un épisode précédent de Sidebar. Je vais en passer un extrait dans un instant. Mais la police a fini par se rendre à cette maison. Ce n'est pas sur leur téléphone. Et ce n'est pas le Texas. Oui, c'est un numéro hors de l'État. Quelqu'un se moque de nous. Mais quelqu'un a bien fait sonner ici, car peu importe l'origine de l'appel, ça sonne ici, puis c'est transmis au standard. Donc, en fait, à chaque fois que tu appelles ma ligne, peu importe où tu es, ça envoie comme un signal à... C'est comme ça qu'ils connaissent son adresse. Et cette adresse est liée à ce numéro? Oui, madame, c'est là qu'il était. Y a-t-il quelqu'un sur ma propriété? Nous allons vérifier la propriété pour vous. Donc, nous allons faire le tour. Donnez-moi un plan. À quoi ressemble la propriété? Va-t-elle plus loin à l'arrière? Non, ce n'est pas le cas. Lui et moi, on va faire un tour pour vérifier, puis on partira. Et je remettrai la barrière en place. Je vais tout remettre en place, mais d'abord, je dois tout démonter. Quand quelqu'un dit ça, il faut venir ici pour aider quelqu'un. Oui, d'accord. C'était donc une fausse alerte. Je n'aime pas ça, mais en cas d'urgence réelle... D'accord, merci madame, désolée. Très bien. Si vous avez une urgence, nous serons là. D'accord. Nous allons arriver ici. Oui, d'accord. Merci, monsieur. Et maintenant, nous devons parler de ce qui est rapporté. D'accord? Donc, selon TMZ, David a transféré les actes de propriété de 2 maisons au Texas à une fiducie au nom de sa mère. Apparemment, cela s'est produit le 18 septembre et le 22 septembre. Le 18 septembre était le jour du supposé swatting et cette maison paraît être l'une des propriétés évoquées.
Pourquoi a-t-il agi ainsi au cœur d'une enquête sur un décès? Invitons Mathieu Sarelson, avocat plaidant, pour en discuter. Mathieu, merci d'avoir pris le temps. Pourquoi l'a-t-il fait selon vous? Bien, et merci pour l'invitation. J'ai 2 soupçons sur la raison de son geste. Vous couvrez cette affaire depuis le début. La situation devient de plus en plus folle chaque minute. J'ai 2 idées sur pourquoi il l'a fait. Et les 2 sont liés à la protection des biens, à l'ancienne. Je veux préserver mes avoirs au cas où il m'arriverait quelque chose. S'il est inculpé pénalement, et évidemment nous spéculons, mais s'il devait être inculpé pénalement, il y aurait une amende financière dans le cadre de toute sanction potentielle. S'il n'a pas les biens nécessaires pour payer l'amende, alors il ne peut pas payer l'amende. Donc une chose à faire est de se débarrasser de ses biens et de les mettre au nom de quelqu'un d'autre. L'autre question liée est, y aura-t-il un procès civil? La famille de Céleste pourrait le poursuivre, ainsi que d'autres, pour décès injustifiés. C'est prématuré, car de nombreuses questions restent sans réponse. Mais s'il devait engager une action civile, il pourrait essentiellement essayer de dissimuler des biens au nom de sa mère, ou au nom de n'importe qui d'autre, d'ailleurs. Qu'il réussisse ou non, c'est une toute autre question. Beaucoup de questions à ce sujet. D'ailleurs, c'est exactement ce que je soupçonnais aussi, qui pourrait être en train de se passer. Soyons clairs sur un point, cependant. Peut-on, vous savez, transférer ces actifs en plein milieu d'une enquête pour décès plutôt qu'il y a 2 ans ou 1 an? Un tribunal pourrait-il considérer cela comme une tentative délibérée de dissimuler des actifs, comme vous le suggérez? Il pourrait le violer, le contourner ou dire que le transfert au nom de votre mère était invalide. C'est un moyen pour, disons, un plaignant qu'il poursuit, ou, disons, dans un jugement pénal, de payer cette amende. Un tribunal peut-il estimer que, malgré le transfert, ces biens restent accessibles? Oui, c'est ce qui est si déroutant dans cette affaire. Il s'agit d'un principe juridique très fondamental dans tout le pays. Vous ne pouvez pas transférer des actifs après que l'événement se soit produit. Sinon, cela déclencherait la saisie de ces actifs. Donc, nous avons des règles dans différents États. Parfois, on les appelle des transferts frauduleux. Parfois, on les appelle des cessions frauduleuses. Il y a beaucoup de noms différents pour cela. Mais l'essentiel, c'est que vous ne pouvez pas transférer des actifs pour vous protéger d'un créancier lorsque l'événement déclencheur, dans ce cas la mort de Céleste, se produit avant. Cela s'est produit il y a seulement quelques jours. Concernant sa mort, dont la date exacte reste incertaine, il est évident que ces transferts ont eu lieu après. Un tribunal pourrait facilement annuler cette transaction et juger que l'actif appartient à David et peut être saisi. Soyons clairs sur un autre point. Nous ne savons pas à 100% pourquoi il a fait cela, et je vais aborder d'autres théories. Mais peut-être que cela a un rapport avec cette affaire concernant Céleste. S'il a fait cela en prévision d'une action pénale, ou s'il l'a fait en prévision d'un procès, pour être clair, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est coupable. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il est responsable. Cela ne veut pas forcément dire qu'il a fait quelque chose ici. Ce serait simplement en prévision de ce qui pourrait arriver, non? Parce qu'il pourrait sortir et dire qu'on l'accuse à tort. Il fait juste ce qu'il doit faire pour se protéger. Mais cela ne signifie pas nécessairement, comme on dit en droit, que c'est une conscience de culpabilité, n'est-ce pas? Eh bien, je ne suis pas totalement d'accord. Je pense que... D'accord, c'est juste. Oui, je pense qu'on pourrait défendre ce point de vue. Et selon la façon dont cela est présenté comme preuve, vous pourriez avoir des éléments recevables contre lui. C'est-à-dire que c'est essentiellement un aveu de faute ou un aveu de responsabilité. Maintenant, s'il y a une affaire pénale, il ne peut pas être appelé à la barre et qu'on lui dise « Hé David, pourquoi as-tu fait ça ?» N'est-ce pas? Il bénéficie de la protection du 5e amendement. Il ne prendrait jamais la parole à la barre, mais cela n'empêche pas sa mère de témoigner, et rien ne protège maman. Il pourrait donc demander à maman « Pourquoi David a-t-il fait ça? T'a-t-il expliqué pourquoi ?» Toutes ces conversations et échanges de textos avec maman ou d'autres seraient recevables comme preuve. Je pense que s'ils creusent, ce qu'ils feront sans doute, ils trouveront sûrement une communication recevable à utiliser contre lui. Encore une fois, je spécule, écoute, si jamais il est... Je déteste dire ça, mais s'il est innocent, il n'a rien à cacher. C'est un cliché étrange et terrible que certains répètent parfois. Donc évidemment, s'il n'a rien fait, s'il n'y a aucun jugement prononcé contre lui dans une affaire civile, ou s'il n'y a aucune amende infligée dans le cadre d'une condamnation pénale, alors oui, le transfert est valide et rien ne se passera finalement. Je pense que les preuves circonstancielles montrent que quelque chose a mal tourné dans la vie de David, d'où son acte. Sa mère devrait-elle témoigner à propos de ce transfert? Oui, sa mère et les avocats ayant réalisé la transaction devraient témoigner. Les avocats ayant rédigé les documents de la fiducie
pourraient devoir témoigner selon leur création. J'aimerais bien voir ces documents parce que ces propriétés étaient telles dans une fiducie au départ. Il était bénéficiaire de la fiducie, l'acte figurant seulement au nom de celle-ci. S'il a juste transféré le bénéficiaire, cela reste une cession frauduleuse. Cela sera quand même annulé s'il y a finalement un jugement contre lui. Où a-t-il créé la fiducie dans le but de réaliser cette cession en particulier? S'il l'a fait, ce document de fiducie a sans doute été créé récemment. Je veux savoir comment il a été établi. De nombreuses personnes devront témoigner à ce sujet. Pourquoi le mettre en fiducie plutôt que simplement vendre les propriétés à sa mère? Oui, c'est une excellente question. Il y a une croyance dans ce pays, je fais ça souvent. Il y a une croyance dans ce pays que si vous placez simplement vos biens dans une fiducie, ils sont d'une certaine manière protégés. Et la vérité, c'est que la réalité, c'est que presque toutes les fiducies peuvent être rompues à un certain niveau, même les fiducies offshore les plus honorifiques. On observe souvent ce phénomène avec les fiducies offshore dans les Caraïbes ou en Europe qui peuvent être dissoutes. C'est très difficile, c'est très coûteux. Donc je soupçonne qu'il s'est simplement dit « mettons-le dans une fiducie où il ne sera pas immédiatement accessible ». J'ignore si la fiducie est révocable ou irrévocable. Si c'est une fiducie révocable, il peut simplement révoquer la fiducie et récupérer ses biens. Cela ne prendrait qu'une phrase. Il peut simplement écrire « je révoque par la présente la fiducie », signer son nom et les biens lui reviennent. Si la fiducie est irrévocable, il ne peut pas le faire car elle l'est par définition. Un tribunal peut l'annuler si elle était frauduleuse. Cependant, les implications fiscales diffèrent entre une fiducie révocable et une fiducie irrévocable. Je ne suis pas sûr de pourquoi il a fait cela, sauf que je soupçonne que c'était une sorte de tentative basique et peu élaborée de protection d'actifs qui, à mon avis, n'offrira pas beaucoup de protection au final. Merci pour la clarification. Parlons aussi brièvement de la chronologie. Y a-t-il une raison pour laquelle cela s'est produit le même jour que l'incident présumé de swatting? Coïncidence? Cela pourrait-il ne même pas être lié à Céleste? Se pourrait-il que... Et tu sais, si ma famille est désormais visée, adoptons cette théorie. Ma famille est visée. Y a-t-il quelque chose qui pourrait aider ou protéger sa famille et lui? J'y ai pensé. Mon instinct me dit que c'est une coïncidence et que c'est juste un drôle de timing. Il y a un aspect de tout ça que je ne connais pas encore, c'est est-ce que la famille a envoyé une lettre de mise en demeure? Est-ce que la famille de Céleste, pas celle de David, est-ce que la famille de Céleste a pris un avocat? Et est-ce qu'ils ont envoyé une lettre de mise en demeure à David et à son entourage? Et si la réponse est oui, cette lettre de mise en demeure a peut-être en fait déclenché une partie de tout ça. C'est peut-être pour ça que le timing était celui qu'il était. Et ceci est aussi arrivé. D'après ce que nous comprenons, c'est le lendemain que la police a obtenu un mandat pour fouiller cette propriété louée à Los Angeles. Rappelez-vous, c'était une propriété qu'il louait apparemment pour 20 000 $ par mois. Il s'en va, rompt le bail, déménage ses affaires. Vous pensez que ça a un rapport? Je ne suis pas sûr de ça, j'y ai réfléchi. Il possède des propriétés, mais il vit dans une location. Il bénéficie peut-être d'avantages fiscaux en possédant au Texas et en louant à Los Angeles. À Los Angeles, marché très cher, il y a donc de nombreuses raisons pour lesquelles il ne louait que. Et puis la question est, écoutez, toutes ces propriétés vont être soumises à un mandat, n'est-ce pas? Ces voitures, comptes bancaires, relevés téléphoniques, je suis certain que le département de police de Los Angeles, vu la médiatisation de l'affaire, a émis et exécuté plusieurs mandats, dont beaucoup nous sont sûrement inconnus. Contre ces propriétés, ces voitures, son téléphone, ces sociétés de cartes de crédit. Lors d'une enquête très médiatisée comme celle-ci, de nombreux mandats seront émis. Le Texas, c'est l'État où la voiture avec le corps de Céleste était immatriculée. Est-ce que c'est important quand on réfléchit à ce qui se passe ici? Non, Amanda, ce n'est pas important. Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas où elle a été tuée. Nous n'avons même pas encore la cause du décès. Nous savons très peu de choses à ce sujet. C'est enregistré au Texas. Il vient de là, sa famille aussi? Je suppose que oui. Si, mais il y a peut-être plus que ça. Je ne pense tout simplement pas que nous sachions, c'est le fait que c'est une voiture immatriculée au Texas, mais qu'elle est à Los Angeles. Elle aurait dû être immatriculée à Los Angeles car je suis sûr qu'elle y est restée plus de 30 jours, ce qu'il exige. Donc je suis sûr qu'elle a été mal immatriculée au Texas, mais je ne pense pas que ça veuille forcément dire quelque chose. Mais quand on pense à certains de ces récents mouvements, on se demande, est-ce que tout est lié, non? Donc il engage l'avocate célèbre Blair Burke. Il quitte la propriété qu'il louait à Los Angeles, qui était près de l'endroit où la Tesla avec Céleste a été retrouvée abandonnée. Après la fouille des autorités, il a annulé sa tournée et stoppé la promotion de son album. Penses-tu que tout ça, tous ces mouvements, tout ce qui se passe, est lié?
Et encore une fois, on parle juste du transfert des propriétés. Tu penses que tout est lié? Oui, c'est vraiment difficile de dire que ce n'est pas lié. L'histoire ici, comme tu le sais, comme ton public le sait, il a écrit une chanson intitulée Céleste. Il portait un tatouage assorti à Céleste qui en avait parlé à certains membres de la famille d'Amy. Oui. Elle avait un petit ami nommé David. Il y a beaucoup de rapports non confirmés, mais il y a beaucoup de rapports non confirmés. Et tu commences à ajouter un peu de ce rapport non confirmé et d'autres rapports non confirmés, et tu commences à te demander quelles sont les chances ici. Vous savez, une chose que nous ne savons pas encore, c'est ont-ils effectué un quelconque test acide désoxyribonucléique sur elle? Parce que s'ils étaient en couple, non seulement il pourrait y avoir eu une mort suspecte, mais elle avait 14 ans. Il avait plus de 18 ans légalement. Beaucoup de choses se passent, et je veux comprendre si tout est lié. Je ne vois pas comment ça ne pourrait pas l'être. C'est juste trop énorme pour dire, tu sais, non, tout ça n'est qu'une coïncidence. Eh bien, il faut souligner que le bureau du médecin légiste a confirmé qu'elle n'était pas enceinte et qu'elle ne l'avait pas été au cours de l'année écoulée. Je pense simplement que c'est important de le rappeler encore une fois. Tu parles de connexion, on n'en a pas discuté, toi et moi. Tu fais référence à l'incident au Texas, n'est-ce pas ça, n'est-ce pas? Ce prétendu épisode de swatting, quand il s'est produit, tu penses que, bon, que c'est lié à la mort de Céleste d'une manière ou d'une autre? Oui, en fait, je le pense. Et je spécule un peu, donc je veux être clair sur le fait que je spécule un peu. Mais je me demande si quelqu'un dans l'entourage de David n'a pas une sorte de mauvaise conscience, qu'il connaît certaines informations et qu'il veut les révéler sans vraiment balancer ou parler aux autorités. Je me demande si certains essaient d'influencer les autorités en disant « je ne peux pas donner de détails, mais regardez ici et commencez là ». Je crois que c'était voulu et que certains essaient d'aider l'enquête. Permettez-moi de vous poser une question plus générale. Qu'allez-vous surveiller ensuite? Qu'attendez-vous pour la suite dans cette histoire ou affaire en général? J'aimerais connaître les détails concernant l'heure du décès et la cause du décès. Et j'aimerais que plus d'amis et de personnes de son entourage se manifestent avec des informations sur la nature de leur relation. Je pense que la nature de leur relation et le rapport d'autopsie, notamment la cause du décès, nous éclaireront sur la suite de l'enquête. Et prenons un peu de recul une seconde et supposons que David n'était pas impliqué dans sa mort. Eh bien, comment est-elle morte autrement? Quelqu'un l'a mise dans cette Tesla. Quelqu'un l'a assassinée et l'a mise dans la Tesla. Où sont les autres suspects? Qui encore? Quelle autre théorie existe-t-il? Je n'ai entendu aucune autre théorie. Alors, un représentant des forces de l'ordre est venu, un officier commandant, et a dit « Vous savez, ils ne sont pas totalement sûrs qu'il y ait un crime au-delà de la dissimulation de sa mort. » En d'autres termes, il pourrait y avoir une situation où sa mort serait attribuée. Je ne dis pas que c'est le cas, mais si sa mort était, disons, une overdose accidentelle. Je ne dis pas que c'est le cas ici, ni qu'elle est morte autrement, ou que quelqu'un a paniqué et mis le corps dans la Tesla. Cela fait des semaines que nous débattons ici sur pourquoi son corps était dans cette voiture tout ce temps. La voiture attirait l'attention, elle recevait des contraventions. Est-ce qu'il y avait une volonté qu'on la découvre? Vous savez, elle était garée dans une rue publique. Est-ce qu'il est visé? Si on regarde, vous savez, l'incident de swatting ou le prétendu incident de swatting, il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore. Je suis d'accord avec vous. Une fois que nous aurons plus de résultats des analyses, la cause, la manière du décès, ce sera un élément très important dans cette affaire. Mais nous ne connaissons même pas encore toutes les circonstances qui l'entourent, ni ce qui se passe. Nous continuons de suivre l'affaire et espérons obtenir des réponses rapidement. J'ajoute ceci. Espérons que sa famille aura vite des réponses. Merci beaucoup Mathieu d'avoir pris le temps, je vous suis très reconnaissant. Ah, merci. Encore une chose, nous nous demandions si David est réellement pris pour cible, s'il est harcelé, n'est-ce pas? Donc la question est, pourquoi ce corps a-t-il été retrouvé dans sa voiture, dans une rue publique, un endroit public? Est-ce que quelqu'un voulait qu'il soit retrouvé là? Vous savez l'idée de l'incident présumé de swatting au Texas? Eh bien, nous avons fait quelque chose à ce sujet dans notre épisode précédent de Sidebar. Laissez-moi vous en donner un petit extrait. Nous avons échangé avec Jennifer Owen, experte en audio et vidéo. Et voici sa conclusion concernant la personne qui a appelé le 911, d'accord, sur la question de savoir si elle masquait sa voix en utilisant une technologie. Écoutez bien. Jennifer, commençons. Quelqu'un masque-t-il sa voix dans cet appel au 911? Absolument. D'accord. Et comment le savez-vous? Que font-ils pour masquer leur voix? Eh bien, tout d'abord, rien qu'en l'écoutant, que ce soit en tant que profane ou en tant qu'analyste audio-judiciaire, c'est l'intonation robotique. Quand vous écoutez cet enregistrement, êtes-vous en train de suggérer
Ah, s'agit-il d'une vraie personne utilisant une technologie pour masquer sa voix ou d'une voix générée par intelligence artificielle? Eh bien, cela pourrait être l'un ou l'autre, mais d'après mon expérience, et vous savez, après 30 ans à faire ce métier, pour moi, ça ressemblait à un modificateur de voix. D'accord? Ça ressemblait à un modificateur de voix. Et la raison pour laquelle ça ressemblait à un modificateur de voix, c'est parce que tout était lié à la hauteur du son. Pour vous, à la maison, c'est simple. La hauteur, c'est jusqu'où votre voix monte ou descend. Et ça, c'est vraiment facile à changer, vraiment facile à changer. Vous pouvez faire ça avec, vous savez, une application gratuite, une application à 99 centimes. Vous pouvez faire ça avec un logiciel d'analyse médico-légale. Vous savez, si vous faites de la musique, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sur votre WavePad, vous pouvez le faire sur n'importe quoi. La hauteur correspond au degré d'aigu ou de grave de la voix. C'est la façon la plus simple de commencer. Mais j'ai un échantillon ici que je veux vous montrer pour vous prouver à quel point c'est facile et comment, en le regardant, on peut se dire « Attendez une seconde, c'est notre premier indice. C'est le premier signal d'alerte. » Je vais utiliser un logiciel médico-légal pour analyser les formats de la voix et comprendre comment cela a été fait. Donc tu dis que la voix a été modifiée avec cette technologie, ce programme, c'est ce que tu nous montres? C'est tout à fait possible. D'accord, alors montre-nous. Très bien, nous verrons la suite de cette histoire. Merci de nous avoir rejoints sur Sidebar. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, je vous dis à la prochaine.